Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le 13h. On démarrera cette édition à Dabou, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi y était hier samedi à l'occasion du célèbre festival Lodjokrou, festival célébré cette année autour du thème l'EBEB, gouvernance culturelle et stabilité sociale en pays à Djokrou. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo à suivre. Fin du suspense. Yacine Idriss Diallo, président élu de la FIF, hier à Yamoussoukro, il a dévancé Sori Diabaté et Didier Drogba à l'issue d'une longue assemblée générale élective, maintes fois repoussée ces derniers mois. Idriss Diallo, élu donc président, mais son élection ne sera définitivement validée qu'une fois connus les résultats d'une enquête d'intégrité. Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche face à face. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Tout à l'heure à midi, heure française, la participation s'élevait à 26,41%, soit près de 2 points de moins qu'en 2017, soit 28,23% à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est le seul accord international juridiquement contraignant sur la gestion durable des terres. La Convention traite spécifiquement des zones arides où se trouvent certains des écosystèmes et des peuples les plus vulnérables. Ces problématiques concernent environ 60% du territoire ivoirien et près de 100% de la partie nord du pays au niveau des terres dégradées. La COP de la Convention sur la lutte contre la désertification est la plus grande manifestation organisée par les Nations Unies dans le domaine de gestion durable des zones arides. Et c'est Abidjan qui accueillera la 15e conférence des parties du 9 au 20 mai prochain. Le président du comité d'organisation est avec nous en cette mi-journée. C'est Abou Bamba. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mzali Abi. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, cet événement du 9 mai, qui va démarrer le 9 mai jusqu'au 20 mai, c'est le plus gros événement, un gros événement qu'on attend ici à Abidjan. Effectivement, il s'agit d'un événement historique dans l'histoire de notre pays, car c'est bien la première fois que autant de personnes sont conviées sous l'égide des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Autant de personnes, c'est entre 5 et 10 000 personnes. C'est bien, c'est entre 5 et 10 000 personnes. On est prêt à les accueillir. Nous sommes prêts. Merci, M. Bamba. On va se retrouver tout à l'heure pour le journal et pour le Dimanche Magazine. Et avant de démarrer ce journal, je voudrais vous lire cet important communiqué. Une importante saisie de cocaïne a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et à San Pedro. Cette saisie d'une quantité totale de 2 tonnes 57 kg et 256 grammes pour une valeur marchande de 41 milliards 145 millions et 180 000 francs CFA est survenue grâce à des investigations menées par la police nationale. 9 personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux, ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette importante saisie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tout en félicitant nos forces de l'ordre pour cette opération, invite les populations à contribuer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sous toutes ses formes, notamment en dénonçant les consommateurs et détenteurs de ces substances. Un communiqué signé donc des mains du général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Festival Lodjokrou de Dabou. Clap de fin ce samedi. Pendant une semaine, les us et les coutumes de la riche culture à Djokrou ont été mises en valeur. Véritable patrimoine touristique, ce festival a mobilisé de nombreux visiteurs et invités venus de partout pour vivre cet événement haut en couleur, en tradition, en ambiance. Et Patrick Achi était sur place. Il a présidé le festival. Alexis Ouedraogo. La 4e édition du Lodjokrou Festival referme ses portes ce samedi à Dabou, au terme d'une semaine qui a célébré la culture à Djokrou dans son organisation, ses mystères et ses classes d'âge. Le signal que nous voulons donner à travers ce festival, c'est de lancer un appel à toutes les filles, à tous les fils du Leboutou, de venir pour qu'on travaille. L'occasion pour les fils de la région de dire leur reconnaissance au chef de l'État. Président de la cérémonie de clôture de ce festival, le Premier ministre Patrick Achi a été intégré à la génération Bojol, la génération au pouvoir pour 8 ans dans le Leboutou. Patrick Achi dit tout l'intérêt de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations du district. Pour notre jeunesse,
Pour le peuple du Léboutou, le président de la République a une grande vision de développement, d'infrastructures structurantes, de développement industriel, de formation professionnelle. Vous êtes baignés par des eaux qui sont une bénédiction. On devrait normalement ici avoir les plus grands centres d'aquaculture qui non seulement produisent du poisson pour tout Abidjan, mais qui l'exportent au monde entier. Et c'est possible. Dans la paix, dans l'entente. Tout est possible, au bénéfice de tout le monde. Patrick Kachi invite la jeunesse et les cadres de la région à l'unité gage de développement. Si dans le village, on dit qu'il y a 2 chefs, est-ce que moi je vais venir dans le village? On dit on veut hôpital, on veut école, on veut sans... Parce que si j'arrive au village, mais dans la maison de qui je vais aller déposer mes bagages? Sans unité, sans rassemblement, autour d'un idéal commun, autour d'une vision, autour de leaders. Vos enfants sont là, ils sont devant, ils ont la vision. Mes frères, mes sœurs, chers pères, chères mères, suivez-les. La route qu'ils ont prise là, c'est la bonne route. Le peuple Ojukwu, foncièrement ancré dans la démocratie, reste un modèle pour la nation, consolider l'unité. 20 000 sur la ligne de départ et seulement 3 000 à l'arrivée. 3 000 jeunes, 3 000 nouvelles recrues de l'armée ivoirienne. Après qu'ils ont suivi la formation commune de base, ils seront présentés au drapeau la semaine prochaine. Pendant leur séjour à l'ENSOA. L'ENSOA, c'est l'École nationale des sous-officiers d'active. Pendant qu'ils y étaient donc, nous leur avons rendu une petite visite. C'est donc un reportage exclusif signé Abou Sanogo et Zakaria Traoré. C'est le lundi 31 mai 2021 que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a annoncé le recrutement sur 3 ans de 10 000 jeunes Ivoiriens afin de renforcer les effectifs de l'armée. Pour le premier contingent, ce sont plus de 20 000 candidats qui se sont présentés sur les différents sites d'enrôlement. 6 mois plus tard, 3 000 d'entre eux ont été jugés aptes à suivre la formation commune de base, FCB, celle qui constitue le fondement du métier des armes. Et ils seront répartis sur 3 sites. Le centre d'entraînement aux opérations de paix de Séguéla, le groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro et l'école nationale des sous-officiers d'active de Bouaké. Incursion au cœur de la transformation de ceux qui étaient encore civils il y a quelque temps. ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active. Nous sommes à Bouaké, au sein de l'organisme en charge de la formation des sous-officiers de l'armée de terre ivoirienne. Ici, sont arrivés le 15 janvier dernier 1000 jeunes recrues au nombre desquels 100 jeunes filles. Objectif, faire d'eux des soldats capables de servir au sein des unités de l'armée. En FCB, la pédagogie est simple et plutôt pratique. Observer, écouter et imiter. Ces cours sont faits délibérément à l'air libre pour obtenir l'obéissance du soldat en tout temps et en tout lieu. Le programme d'instruction est résolument tourné vers l'aptitude opérationnelle, celle de servir dans les unités de mêlée, comme l'infanterie, la cavalerie et les unités commando. Nous faisons en sorte de créer, au cours de la formation, les conditions qui soient le plus proches possible de la réalité. Parce qu'une fois que nos éléments seront engagés sur les théâtres d'opération, ils n'auront plus droit à l'erreur. 5h30. Les recrues déjà éveillées sont prêtes pour la revue de chambre. Repos. Ici, tout est vérifié. La propriété de la chambre, de la laiterie à l'armoire de rangement individuel. Ce lit appartient à qui? Hier, vous avez eu le temps de faire la lessive. Monsieur, donnez votre nom. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Pour ce jour, il paraît satisfait. Pour le réveil matinal, ce sera un parcours de 8 km. Une distance bien connue pour ces apprentis soldats qui ne connaissent que 2 modes de déplacement depuis le début de leur formation. Le pas de gymnastique et le rampé. Après le décrassage, les recrues sont scindées en plusieurs groupes d'instruction. En caserne, ce sera le parcours d'obstacles. Les limites physiques de l'homme sont insoupçonnées. Il suffit juste de les atteindre. C'est ce à quoi nous nous attelons. Cynthia est l'une des 100 filles de ce contingent de Bouaké. Le parcours du combattant, elle s'y connaît. Son agilité est remarquable en dessous et au-dessous des obstacles. Elle enchaîne les efforts aussi. Temps à ne pas dépasser, 4 minutes. Atelier de close combat
Il s'agit d'enseigner les techniques de neutralisation d'un ennemi sans usage d'armes à feu, tels que les sentinelles et les gardes de corps. Les gestes sont synchronisés. Pour d'autres groupes, la journée est dédiée au tir et au combat en zone boisée. La séance du jour est intitulée « Tir couché à 200 mètres ». Chaque recrue reçoit 10 cartouches. Une particularité cependant est le tir de combat. La première cartouche est notée différemment et le tir doit être aussi réussi dès le premier essai. Au combat, c'est la première cartouche qui compte. Pour ceux des candidats qui ont manqué la première cartouche, la sanction est immédiate. D'habitude, je tire mieux que ça. Mais aujourd'hui, j'ai mal calculé la direction du vent. À cette 6e séance de tir, les moniteurs sont de plus en plus exigeants. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ceci est également vrai en forêt. Le camouflage est essentiel. L'ensemble des déplacements est codifié. Va plus loin. En pointant en avant. 20h, la nuit tombe sur le soir. Dans le lointain, on entend des clameurs. Ce sont plutôt des chants. Ici encore, l'instruction continue. Les 1000 recrues sont rassemblés sur l'esplanade pour une ambiance bien singulière. Le chant est l'identité remarquable d'une troupe en déplacement. Et ils ont hâte de se porter aux côtés de leurs futurs frères d'armes, qui sont résolus à faire barrage au terrorisme et à l'insécurité à Kafolo, Toubo, Téni, mais également à Tombouctou, Ménaka et Gao. Ce sont ces soldats que la Côte d'Ivoire découvrira le 27 avril prochain. Un reportage d'Abou Sanogo du service politique de RTI1. Le mois de Ramadan court encore, mois de piété et de générosité. Les dons se font toujours. La mère d'Abobo, Kandia Kamara, a offert récemment plusieurs tonnes de vivres à la communauté musulmane de sa commune. Une occasion pour le conseil municipal d'inviter les populations à la cohésion sociale et au vivre ensemble. C'était au micro de Jean-Marc Djadji. Tournée de solidarité des équipes du maire Kandia Kamara dans quelques quartiers d'Abobo en cette période de jeûne musulman. Ce sont les fidèles musulmans de la mosquée Bello Loukman du quartier Biabou qui bénéficient en premier de la générosité de leur maire, représentée par Jeanne Pement. Une demi-tonne de riz, de sucre et d'huile sont offerts pour soulager les couches défavorisées. Nos remerciements vont à l'endroit de notre maire qui se bat corps et âme pour le bien-être du pays, surtout de la communauté musulmane. Depuis des années, Madame le ministre, maire d'Abobo, fait des dons de vivres à la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan. Je voudrais aussi vous demander de prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour le président de la République. Ce matin, c'est à la case d'Abobo Ndotré que l'équipe municipale a rendez-vous. Les ferrailleurs, récemment installés, réceptionnent à leur tour 4 tonnes de riz et 11 cartons d'huile. Nous remercions Madame la ministre pour ce geste. Parce que nous sommes en ce moment de carême. Nous savons qu'il y a des démunis parmi nous. Et avec le déménagement, moi je pense que c'est un grand geste qu'elle a fait. La grande mosquée d'Abobo marque à la fin du périple des services de la mairie. Kandia Kamara communie et prie avec les membres du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, dirigé par l'imam Ousmane Diakité. Des prières sont dites pour la paix et l'unité. Au total, l'on enregistre plus de 5 tonnes de vivres et des dons en numéraire distribués pour un bon mois de jeûne musulman à Abobo. À Tomodi également, les musulmans ont reçu des dons de vivres offerts à toute la communauté par la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, dont fait cette semaine donc par Raymond Goudou-Kofi au nom du chef de l'État. Le témoignage de Léon Brokwame de RTI Boaké. Ce don que la ministre gouverneur du district autonome des Lacs remet au chef de la communauté musulmane de Tomodi, un kit composé de riz, de lait, de sucre, d'huile, bref, ce qu'il faut pour reprendre des forces après une journée de privation, de prière et de méditation. Lorsque vous pensez à votre frère et que vous venez vers lui pour lui offrir quelque chose, pour lui faciliter la traversée du mois de Ramadan, alors c'est des choses qui nous vont droit au cœur. Cette année, ça a été un peu éclaté avec beaucoup de notre communauté. Et donc, nous ne pouvons que prier pour elle,
pour que Dieu la garde longtemps et que tout ce qu'elle veut entreprendre pour que Dieu facilite cela. Avec les guides religieux pour bénéficier des vivres offerts par la ministre-gouverneur, toute la communauté musulmane de Toumoudi, comme pour Raymond Goudou Kofi de lui manifester sa solidarité pendant cette épreuve du 4e pilier de l'islam, mois de Ramadan, toujours selon la donatrice, pour davantage prier. Le but, renforcement du vivre ensemble et de la paix. Que nous puissions ensemble continuer de prier, parce que c'est ensemble que les prières montent vers le Seigneur et qu'elles sont exaucées. Je demande donc que la cohésion soit de mise dans notre département. Je demande également que le Seigneur ait pitié de chacun de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il lave toutes nos fautes pour que nous puissions avancer selon ce que lui-même il a disposé. Son soutien aux efforts de Ramadan, une tradition que Raymond Goudou Kofi a étendue cette année à l'ensemble de la communauté musulmane de Toumoudi. Le Ramadan, c'est donc la solidarité, la générosité, la prière. Et à Bouaké, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des gouvernants. C'était lors d'une remise de dons de vivres à la communauté. Le reportage complet de Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké. Le directeur général des affaires maritimes et portuaires aux côtés des fidèles musulmans de Bouaké. Le colonel Julien Yaoukwasi a fait don de 2 tonnes de riz et sucre avec 20 cartons de lait. Un geste pour soutenir ses frères et sœurs musulmans en cette période de prière et de pénitence communément appelée mois de Ramadan. Le donateur invite la communauté musulmane à prier pour l'unité, l'attente et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, gage du développement. C'est dans un cadre de solidarité en tant que fils de Bouaké et surtout cette période de jeûne de nos frères musulmans. Donc il était normal qu'on vienne vers eux, les aider dans ces moments de pénitence, de prière. Recevant le don, l'imam Badiawari Touré, président du COSIM de la vallée du Bandama, a, au nom de ses pairs, exprimé leur gratitude aux donateurs par des bénédictions. Le guide religieux a également pris l'engagement de continuer de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde, rappelant que c'est l'un des objectifs du Ramadan. Ce don du DG des Affaires maritimes, c'est le colonel Kwasi. Et c'est quelqu'un qui a pu partager le peu avec toi. Certainement, quand il aura beaucoup, il partagera ce beaucoup avec toi. Et celui qui fait un don à un musulman ce mois-là bénéficie aussi des mérites du jeûne de ce musulman sans que ces mérites-là ne soient diminués. Le donateur, dans le cadre de ses actions de bienfaisance, avait aussi offert plusieurs tonnes de vivres et non-vivres à la communauté chrétienne à Bouaké à l'occasion du carême chrétien. Et du côté de Toubo, dans le Bonkani, même geste de solidarité. Cette fois, c'est Kabanyale qui offre plusieurs tonnes de riz aux populations et réfugiés sur place. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Au total, 20 tonnes de riz ont été remis aux populations et aux réfugiés de la sous-préfecture de Touba, dans la région du Bonkani, au nord-est du pays. À travers ce don, la ministre Nialé Kaba veut apporter son soutien aux populations de la région. Une manière de les remercier de l'hospitalité qu'elles ont accordée aux réfugiés en provenance du Burkina Faso. Ce don s'inscrit dans le cadre de la solidarité prônée par le chef de l'État en faveur du vivre ensemble grâce au projet Côte d'Ivoire solidaire. La récente menace terroriste à la frontière ivoiro-burkinabé a occasionné un important mouvement de réfugiés dans cette région du pays. Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Ce sont les Écritures qui le disent. Et hier, le Cercle libéral de Côte d'Ivoire a invité l'ensemble des journalistes à une rupture collective. C'était un véritable moment de partage, comme nous le rapportent Khalel Diomandé et Issa Chonayeo. Les acteurs de médias et les membres du Cercle libéral de Côte d'Ivoire réunis en toute convivialité autour d'une même table pour rompre le jeûne en ce mois béni de Ramadan. C'est une initiative du Cercle libéral, un groupe de réflexion créé en 1994
investi dans la recherche des solutions sur les grandes questions mondiales. À travers ce moment de partage, le Cercle libéral entend témoigner sa reconnaissance aux journalistes pour leur implication dans la résolution des problématiques sociales. Instant de partage, mais surtout une occasion pour les membres du Cercle libéral de mettre en exergue leur domaine d'intervention et leurs acquis. On intervient sur tous les axes, que ce soit le développement durable, que ce soit l'économie des marchés, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la politique du genre, que ce soit les problèmes d'environnement ou de salubrité, que ce soit les problèmes de terrorisme ou de sécurité. On intervient puisqu'on a des compétences dans tous ces domaines-là au sein du Cercle libéral. Depuis 1995, nous accompagnons toutes les entités libérales dans ce pays en cadre de renforcement des capacités, en cadre d'appui, en cadre de réflexion et en cadre de stratégie. Il faut toujours continuer à réfléchir et qu'on dit bien que la réflexion permet de pouvoir atteindre des limites insoupçonnées. Quand vous arrêtez de réfléchir, alors vous êtes exposé à toutes sortes de risques, à toutes sortes de dangers. Nous invitons tout le monde à pouvoir s'organiser, à réfléchir sur des grands enjeux. Le Cercle libéral de Côte d'Ivoire met à profit cet instant de rupture pour annoncer qu'il prendra part au 63e congrès de l'Internationale libérale prévu du 30 juin au 3 juillet 2022 à Sofia, en Bulgarie. Il s'agira pour cette plateforme d'experts de se prononcer sur les sujets d'actualité, notamment le réchauffement climatique, la crise ukrainienne et le terrorisme. Voilà pour la page Ramadan de ce journal. On va maintenant en venir au projet Impact. Impact, entendez l'implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et tensions. Un moyen donc de lutte contre les fausses informations sur les médias sociaux. L'idée, c'est d'accroître la capacité des médias en ligne à collecter, vérifier, diffuser des informations justes et complètes. L'Union européenne en assure le financement. Les précisions de Moussa Konaté. La désinformation et la propagation de messages haineux sont identifiés comme des sources de conflits et de tensions. Ces types d'informations sont le plus souvent divulgués sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne prennent pas les précautions qu'ils devraient prendre et puis on peut arriver à désinformer. Une correction est possible, il faut absolument que les professionnels de la communication, les professionnels de l'information, les journalistes intègrent les nouveaux médias, notamment Internet. Mettre les médias numériques à contribution dans le combat contre les fausses informations, c'est l'objectif du projet Impact, implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et tensions. Ce projet doit pouvoir nous permettre d'aller au contact de la population, la former, pour lui donner les outils nécessaires pour un esprit critique et une utilisation responsable des médias sociaux, des médias numériques. Nous allons partir sur le terrain, dans les écoles, les universités, les villes, etc. pour former la population. Au nombre des activités que nous avons prévues, il y a effectivement le renforcement des journalismes citoyens. Ce que nous appelons les journalistes citoyens, ce sont les populations qui ont accès, n'est-ce pas, à ces médias sociaux et qui peuvent également, à travers leur téléphone, véhiculer des messages à travers les vidéos ou à travers les photos. Démarré en mars 2022, le projet Impact va durer 2 ans. Il est mis en exécution en Côte d'Ivoire et en Guinée et est financé par l'Union européenne pour un montant de plus de 650 millions de francs CFA. 6,22 millions de morts, un chiffre qui représente à lui seul la situation Covid qui prévaut en ce moment dans le monde. 6,22 millions de décès à travers la planète pour 509 millions de cas confirmés. Le coronavirus continue sa promenade de santé et continue de faire des dégâts. Ici en Côte d'Ivoire, donc 6 nouveaux cas ont été recensés hier. À ce jour, ce sont donc 81 887 malades que les autorités sanitaires ont enregistrés avec 799 décès et 18 cas actuellement actifs. Même si depuis 2 ans, les tentatives pour freiner net la course du virus sont pour le moment vaines, on a tout de même des chances de s'en protéger. Il faut respecter les gestes barrières et il faut se faire vacciner.
Yacine Idriss Diallo, élu hier président de la FIF. Cela à l'issue d'une longue assemblée générale élective, maintes fois repoussée. Yacine Idriss Diallo a donc gagné la partie face à Sori Diabaté et Didier Drogba, à moins d'une intervention de la FIFA durant les prochains jours. Avec 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté, son principal challenger, Yacine Idriss Diallo est désormais le nouveau patron de la maison de verre de Treichville. Un aboutissement heureux pour l'homme d'affaires de 61 ans après une journée intense et longue en rebondissement. Il aura fallu 3 heures de temps et 2 tours pour que le leader de la liste, rassemblé pour développer, soit porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est que dans la transparence, dans la rigueur, dans le sérieux qu'on peut réussir. Cette élection a suscité beaucoup de passion. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Quoi qu'il ait pu se passer avant, nous devons être capables de nous mettre au-dessus pour penser au football ivoirien. Comme je l'ai dit, j'irai vers mes adversaires. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de la déception. Mais le temps aide. J'irai vers eux pour leur demander de nous accompagner dans cette tâche. Et dire à Monsieur le Président de la République qu'il n'aura pas œuvré inutile avec tous les investissements qu'il a fait dans ce pays pour accueillir la CAN. Nous avons tous une obligation de faire une union sacrée autour du football ivoirien pour honorer cette organisation. Sous normalisation, depuis 2 ans, la FIF renoue avec des instances dirigeantes élues au suffrage universel. La passation de charge entre le comité de normalisation de Mariam Dao Gabala et le président élu Yacine Idriss Diallo aura lieu le samedi 30 avril 2022. Quelques heures avant cette élection, Pierre Gondo avait été porté à la tête de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. C'est aussi un jour d'élection en France, la présidentielle. Les Français sont appelés ce dimanche aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Donc face à face, la candidate du RN, Marine Le Pen, et le président sortant et candidat de la République en marche, Emmanuel Macron. Alors Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, une affiche qui se présente comme une revanche du duel de 2017. Arrivée en seconde position au premier tour, Marine Le Pen est la première à accomplir son devoir civique ce dimanche dans son fief de Henné-Beaumont. Emmanuel Macron s'est lui rendu à la mi-journée au Touquet comme d'habitude où il a mis son bulletin dans l'urne. Avec les 3 zones scolaires du pays en vacances, l'abstention pourrait être le grand arbitre du scrutin. Ça me met extrêmement en colère. Voilà, je suis en train de me demander si ce ne serait pas envisageable de rendre le vote obligatoire pour que la démocratie soit effective et que chacun prenne ses responsabilités, même quand on n'est pas forcément très emballé par l'un des candidats. Pour les électeurs qui se sont rendus aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote, chaque voix sera déterminante dans le décompte final. Je pense que c'est important de faire son devoir citoyen. Il y a quand même des choses pour l'avenir un peu de la démocratie entre guillemets et j'ai pas envie de tomber dans une farce et je pense que c'est important d'aller faire son devoir citoyen même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les candidats. On doit quand même faire barrage à certains candidats. J'étais pas venu voter au premier tour parce que maintenant j'habite Montrouge et que mon bureau de vote il est là. J'avais pas vraiment de candidat en tête et là je travaille après donc j'ai fait l'effort de me réveiller un peu plus tôt avant d'aller bosser pour revenir de Montrouge dans le 20e pour aller voter parce que ça me semblait important. 48 700 000 électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h en métropole pour ce second tour de la présidentielle et fermeront à 19 h voire 20 h heure de Paris et dans les grandes villes. C'est un récit de Michel Digré. Allez, on passe au Dimanche Magazine. Dimanche Magazine, vous savez, c'est ce rendez-vous que vous aimez tant et qu'on aime tout autant. Notre invité, c'est Abou Bamba, qui nous a d'ailleurs rejoint en plateau. Abou Bamba, c'est le PCO, le président du comité d'organisation de la COP15, la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. COP15 qui se tiendra ici même à Abidjan, Côte d'Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, du 9 mai au 20 mai prochain. Monsieur Bamba, bienvenue.
On regarde. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le pays abritera dans 2 semaines la 15e Convention des Nations Unies sur la désertification. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable situe les enjeux. Il est important donc de souligner que ça sera l'occasion donc de confirmer les engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de restauration des terres. Cette COP va permettre donc de relancer le tourisme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter la présidence de la COP pendant 2 ans, ce qui est important au plan international. L'Inde va passer donc le flambeau à la Côte d'Ivoire. Et ce passage des flambeaux va se faire donc en présence donc du chef de l'État, puisque c'est le chef de l'État lui-même qui sera donc le président de la COP. Mais le président de la COP, en tant que chef d'État, va déléguer cela donc à la personne de son choix. Plus de 5000 participants en provenance de 197 pays attendus sur les bords de la lagune Ébrié du 9 au 20 mai. Plusieurs activités au menu de cette rencontre. Il y aura un sommet des chefs d'État. Il y a certains chefs d'État qui vont intervenir pour aborder donc la question des dégradations des terres et de la sécheresse. Et il y a le forum des jeunes que nous avons intégré donc, au niveau de cette COP. Il y aura un partage d'expériences des jeunes qui vont venir d'horizons divers. Des jeunes qui sont dans des zones où il y a véritablement la sécheresse. À cet événement, il va y avoir des rencontres donc, des partenaires. Et ça va permettre donc de regarder de près la question de la sécheresse et quelles sont les solutions. Les solutions qui peuvent permettre de débloquer des fonds qui vont être orientés à restaurer les terres et à faire de l'agriculture durable, de l'agriculture intelligente, de l'agriculture intensive sans détruire la forêt. Désertification, sécheresse, sécurité alimentaire, biodiversité, changement climatique, entre autres sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Merci à vous, Grâce Kando du service société de la rédaction de RTI. Monsieur Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tout de suite, je vous dis COP 15. Vous me dites quoi? COP 15, la plus grande manifestation jamais organisée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une occasion unique de faire avancer le débat sur la dégradation des sols, la sécheresse, la perte de fertilité et les problèmes de développement socio-économique des nations. D'accord. COP 15, c'est donc la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Quelle est la nuance avec la conférence des parties sur la lutte le changement climatique, la lutte contre le changement climatique et qui est, elle, à sa 26e édition, et la COP sur la diversité biologique? Écoutez, lorsque les États se sont réunis donc, en 1992 à Rio, ils ont pris 3 décisions, ils ont signé 3 accords multilatéraux sur l'environnement. Donc l'un sur la lutte contre les changements climatiques, dont on vient de faire la COP à Glasgow, donc la COP 26. Et ensuite, ils ont signé un autre accord sur la biodiversité ou la diversité biologique, qui en a aussi à sa 15e édition. Et enfin, une autre convention, un autre accord multilatéral sur l'environnement qui traite d'un écosystème particulier, c'est les écosystèmes terrestres. Et c'est cette COP-là qui sera accueillie ici à Abidjan. Vous constatez qu'il y a COP 15, COP 26. La différence entre les 2 accords multilatéraux sur l'environnement et celui sur les changements climatiques, c'est qu'il y en a un qui fait sa COP toutes les années et nous autres, là, nous faisons la nôtre chaque 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Donc, merci. Il existe une collaboration entre ces 3 conventions-là qui sont nées à Rio en 92. Absolument, il existe une synergie de fait parce que les changements climatiques font référence immédiatement aux écosystèmes terrestres et les écosystèmes terrestres sans la diversité biologique, en tout cas, n'existeraient pas. Donc nous sommes dans une situation de synergie, de collaboration permanente. Et d'ailleurs, à Abidjan, il y aura donc un événement parallèle entre ces 3 conventions-là pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la synergie dans le cadre de la COP 15, de la convention sur les changements, sur la désertification, pardon. Sur la désertification, on revient donc chez nous. Dites-nous justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la désertification ici en Côte d'Ivoire? On va dire que l'état des lieux sur la désertification et la dégradation des sols et la sécheresse en Côte d'Ivoire n'est pas particulièrement reluisant. Nous nous trouvons dans une situation où un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a à peu près un siècle de pratiques agricoles,
de plusieurs spéculations, dont le café, le cacao, l'anarcade, le palmier à huile, l'EVIA. Nous trouvons aujourd'hui dans une situation où la fertilité des sols a été considérablement réduite, où le rendement à l'hectare aussi, pour beaucoup de ces spéculations, est en baisse. Donc c'est un problème qui nous concerne au plus haut point, du fait aussi des changements climatiques, de l'élévation de la température dans l'atmosphère, la baisse des précipitations. Cela a eu un impact assez négatif sur les terres cultivables, les terres arables en Côte d'Ivoire, dont on estime que 60% d'entre elles sont concernées par les problèmes de dégradation des sols. Et quelles sont les zones les plus touchées? On parle de 100% dans une certaine zone de Côte d'Ivoire. Ce sont les zones dans la partie septentrionale de notre pays. Dans la partie nord, donc. Exactement, dans la partie nord, donc vous prenez des zones, des régions comme le Folon, le Kabadougou, le Béré, le Bafing, le Tchologo. Effectivement, ce sont des zones qui sont touchées effectivement par la perte de fertilité. Pourquoi spécialement ces zones-là? Parce qu'elles sont situées au-delà du 7e parallèle, qui fait de cette sorte que les températures sont beaucoup plus élevées par là-bas et les précipitations sont moins importantes. Et aussi les pratiques agricoles non durables comme la culture sur brûlis, le fait qu'on n'alterne pas les cultures et aussi qu'on utilise des techniques de production, disons, assez défavorables pour l'environnement. Des modes de pratique de production agricole très peu durables. Justement, tous ces modes de pratique, tout cela, si rien n'est fait, si rien ne change, quelles sont les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences de cette situation sur le pays? Les conséquences, enfin, si nous restons dans ce statu quo dans lequel nous sommes en ce moment, les conséquences sur la production agricole seraient dramatiques. Nous avons quelques modèles bioéconomiques qui nous montrent que dans les 50 prochaines années, d'ici jusqu'à 2050-2070, la production agricole pour certains pays, y compris la Côte d'Ivoire, pourrait baisser jusqu'à 50%. Et ça, c'est particulièrement alarmant. Ouais. On va être concret. Qu'est-ce qu'il faut, M. Bamba, pour améliorer les conditions de vie des populations de ces zones arides? Écoutez, la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, est un pays à tradition agricole. Depuis le premier président de ce pays jusqu'à maintenant, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est l'agriculture. L'agriculture est au cœur de notre ADN en tant que nation, en tant que peuple. Ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que le chef de l'État nous a demandé de faire et sur ce quoi nous réfléchissons. C'est de lancer de façon tout azimut la procédure de réhabilitation, de restauration des sols ici en Côte d'Ivoire, dans le but justement de changer les paradigmes de production agricole, de faire de telle sorte qu'on alterne les cultures, de faire de telle sorte qu'on utilise par exemple des engrais bio-organiques, de faire de telle sorte qu'effectivement qu'on puisse améliorer le rendement à l'hectare et enfin créer de la richesse du fait de l'augmentation de la production agricole et la redistribuer parmi ces populations, on va dire sensiblement défavorisées de notre pays. Et tout cela pourrait atténuer les effets de la sécheresse? Absolument, ça pourrait atténuer les effets de la sécheresse, mais surtout, ça nous permettrait de nous adapter aux conséquences de la sécheresse dans notre pays. Et comment il faut faire pour restaurer la productivité des terres dégradées? Justement, j'en parlais tout à l'heure, pour restaurer la productivité des terres dégradées, il faut alterner, par exemple, le type de culture. Si vous faites une année, par exemple, du maïs, ensuite vous faites du manioc, etc., il ne faut pas produire sur la même superficie, la même circulation. Ensuite, on a parlé aussi de l'utilisation des engrais bio. Et surtout, la technologie a évolué, la science a évolué. Donc, on arrive aujourd'hui, avec des techniques de goutte à goutte, à obtenir des rendements à l'hectare assez importants. Vous prenez le Maroc et Israël, par exemple, c'est deux pays désertiques, mais qui ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Si c'est possible là-bas, c'est que c'est sûrement possible. Est-ce que nos populations sont sensibilisées à tout cela? Justement, vous en parlez, mais est-ce qu'elles le savent? Est-ce qu'elles savent que tout cela doit être mis en pratique pour éviter une certaine situation dramatique pour notre pays? Il y a un gros travail de sensibilisation, il y a un gros travail de formation, il y a un gros travail de mise à disposition de certains moyens qui demeurent, enfin qui restent à être faits. On n'est pas forcément au courant, effectivement, dans toutes les contrées, dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire, de cette nouvelle technologie, de l'évolution de la science qui leur permet effectivement d'améliorer leur rendement à l'hectare et de s'adapter, en tout cas, aux impacts des changements climatiques sur leur production agricole. Est-ce que l'État ne manque pas de faire quelque chose à ce niveau-là?
L'État fait avec ses moyens, différents ministères sectoriels, différents ministères de l'agriculture, des femmes, des jeunes, de l'hydraulique, tout ce que vous pouvez imaginer. Les résultats... Mais ça n'a l'air pas encore suffisant. On est à 60%, 100% à des endroits. Et puis les pratiques des populations, des agriculteurs continuent, malheureusement. Bon, il faut comprendre aussi qu'il y a une série de facteurs qui permettent d'expliquer cela. Des facteurs humains, donc des pratiques agricoles non durables, puis des facteurs naturels, donc la température augmente, les précipitations sont moins importantes. Donc l'État fait avec ses moyens. Mais je pense que nous sommes dans une dynamique de la COP 15 et le président de la République nous a demandé de faire de telle sorte que ce soit la COP de l'action, que ce ne soit pas une COP de résolution. Et c'est à ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Justement, on va y revenir. La COP 15, qu'est-ce que vous nous réservez à cette COP 15, cet événement d'envergure prévu le 9 mai? Bon, on vous réserve plusieurs choses. Parmi les plus importantes, c'est le sommet des chefs d'État. Le président de la République... Il va ouvrir, hein, ce sera le 9. Effectivement, le 9, à partir de 10 h, le chef d'État sera là avec plusieurs autres chefs d'État. On va réserver, laisser au chef d'État lui-même la primeur d'annoncer la liste des chefs d'État qui seront là. Ça va être un débat politique à un très haut niveau et des résolutions seront prises justement pour aller de l'action en ce qui concerne la sécheresse et les corrélations qui existent avec les problèmes de développement socio-économique. Donc ça va être un engagement politique très fort à ce niveau. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la réunion des plénipotentiaires elles-mêmes, où les 196 pays qui vont se retrouver ici à Abidjan vont plancher sur un certain nombre de sujets, ils vont adopter un certain nombre de résolutions qui vont engager, vous l'avez dit au début de votre introduction, que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déforestation est le seul outil juridiquement contraignant. Donc quand vous adoptez une décision, une résolution de la COP, elle est juridiquement contraignante. Ensuite aussi, il va y avoir une allocation de ressources financières de par le monde justement pour financer les résolutions qui seront prises lors de la COP. Et tantôt, le ministre de l'Environnement parlait du Forum des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est 70% de la population de la Côte d'Ivoire et c'est à peu près la même chose dans le monde. Un tiers d'entre eux sont sans emploi, un tiers ont des emplois précaires et un tiers est employé. Mais le seul secteur aujourd'hui qui peut absorber toute cette masse de jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est l'agriculture. Donc il y aura donc ce forum des jeunes dont le thème est les emplois de la terre. Et enfin, dernièrement, des femmes aussi. Il y aura le caucus des femmes, effectivement, qui sera, on peut le dire parce qu'elle a donné son accord de principe, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire et d'autres premières dames aussi qui viendront d'autres pays du monde, parce que les femmes sont plus affectées par la désertification, parce que c'est les femmes qui produisent toutes les denrées alimentaires que nous consommons sur les marchés ici, et malheureusement, leurs revenus ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Et enfin, on va terminer sur le Business Forum. Il y aura donc un forum des hommes d'affaires. Le président de la République a invité aussi les PDG des plus grands groupes agro-industriels au monde, afin qu'on arrive à une situation où l'environnement... Parce que le privé, c'est eux qui détiennent beaucoup plus. Exactement. Les moyens financiers sont détenus par le privé. Tous ces groupes-là, la plupart, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 60 milliards de dollars. Donc, c'est un peu des groupes qui ont des moyens financiers conséquents et qui peuvent influencer la trajectoire, en tout cas, de développement socio-économique des pays que nous représentons. D'accord. Ce qui m'amène à vous demander, M. Bamba, qui sera présent? Qui va prendre part à cette COP? Une COP pareille, ça réunit qui ici au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire? Une COP pareille... Je sais que 197 pays sont attendus, hein, mais qui effectivement sera là? Une COP pareille réunit des chefs d'État, déjà, dans un premier temps, une bonne quinzaine. Nous aurons aussi des associations dans les organisations de la société civile, notamment des jeunes et des femmes. Et ce sur quoi il faut insister, c'est la présence parmi nous des responsables, des grandes agences d'aide au développement. Tout le système des Nations Unies sera représenté ici. On aura la Banque islamique de développement, le Fonds coïtien, la Banque mondiale, représentés à un très haut niveau. Et puis enfin, on l'a déjà indiqué, tout ce qui est PDG, CEO des grands groupes agroindustriels. Et la COP 15 à Abidjan, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Nous avons deux types de bénéfices, on va dire, d'effets bénéfiques pour notre pays. Le premier, c'est les effets financiers. Nous sortons d'une crise, la maladie à Covid-19, où des secteurs comme les transports, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme ont particulièrement souffert de cette pandémie. Donc, le fait d'avoir 5 000 à 10 000 personnes dans ce pays et que les Nations Unies viennent investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans notre économie, cela va avoir des effets induits sur les secteurs dont je viens de parler. Les gens vont dépenser leur argent dans des chambres d'hôtel, ils vont dépenser dans des taxis, dans des maquis, dans des restaurants, chez des artisans.
la moitié des taxes qu'il y a sur les billets d'avion vont au gouvernement. Donc, c'est les effets financiers induits directs dans notre économie qu'il faut voir. Ensuite, la Côte d'Ivoire aura l'occasion d'influencer le débat sur la gouvernance des terres pendant 2 ans, parce que la Côte d'Ivoire va prendre la tête de la Convention pendant 2 ans. Donc le chef de l'État ou le représentant qu'il aura désigné va se déplacer partout dans le monde, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies, pour porter ce message, faire le bilan et solliciter en tout cas des financements pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et on attend de la Côte d'Ivoire qu'elle soit à l'origine d'une grande initiative, justement ici à Abidjan, l'initiative d'Abidjan. Oui, effectivement, le chef de l'État nous a demandé de réfléchir à une initiative. Il a dit que le gouvernement, effectivement, va mettre des ressources à disposition pour organiser cette COP, mais faites de telle sorte que nous, on puisse avoir quelque chose, qu'il y ait un héritage. Et donc, nous avons pensé avec tous les ministères, le secteur privé, les organisations internationales, à ce qu'on appelle en anglais le Abidjan Legacy Programme. C'est l'héritage d'Abidjan de cette COP 15, là, ce qui va rester. Donc, c'est un vaste programme, un avec programme ambitieux. Des perspectives. Effectivement. Donc, vous allez constater que c'est... Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,5 milliard de dollars, donc environ 700-800 milliards, on va dire, de francs CFA, qui vont être alloués effectivement à la Côte d'Ivoire pour restaurer et réhabiliter les sols, faire de telle sorte qu'elles retrouvent en tout cas leur propriété de production, mais surtout augmenter de façon exponentielle la production agricole dans notre pays de 2 ou 3 points. Et ça, c'est particulièrement important. L'agriculture, c'est un moyen. La fin, c'est de créer de la richesse dans notre pays et de la redistribuer dans les régions, dans tout le pays en fait, où nous avons effectivement des problèmes de redistribution et de création de richesse. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Bamba. Abou Bamba, vous avez une riche carrière de bientôt 30 ans dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, vous êtes secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans et coordinateur régional du plan d'action du programme des Nations Unies pour l'environnement sur les océans en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Vous êtes calé, ce qui certainement explique pourquoi le président de la République a porté son choix sur vous pour que vous soyez le PCO de ce rendez-vous historique qu'est la COP 15. En tout cas, tous nos voeux de bonne chance. Et merci d'avoir pu être avec nous et revenez nous voir pour faire le point. Absolument. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se revoit jeudi. Merci de nous faire confiance.